Bienvenue à la compagnie de gendarmerie de Nantes, au cœur d'une cellule très spéciale, le GELAC. Sa mission, lutter contre les cambriolages. Dans ce groupe d'enquête, des hommes et femmes, des gendarmes qui pistent en permanence des voleurs. Ce matin, Olivier et ses collègues ont été appelés pour un vol avec effraction. Dans la région, il y a 2 à 3 cambriolages par jour. On se rend sur les lieux d'un cambriolage qui a été commis hier soir sur la commune de Carquefou. Un cambriolage dans une résidence en l'absence des propriétaires. Un cambriolage qui porte sur classiquement du multimédia, des bijoux, du petit numéraire. Le vol, presque un cas d'école, s'est déroulé dans la campagne nantaise. Les 4 enquêteurs vont effectuer les premières constatations. Ouais, vous voulez. La victime, c'est cet homme, absent au moment du cambriolage. Donc là, c'est resté tel quel, là. Là, j'ai pas touché du tout ici. Il y a un tiroir qui a été fouillé. C'est la fenêtre qu'ils ont fracturée, ça, ouais, du coup. Ouais, mais ils ont dû la fracturer aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, j'ai l'impression. J'arrive pas à comprendre, parce que, à moins que c'est un double vitrage. Alors, je regarde si je vois pas des... Les cambrioleurs ont tenté de rentrer par la fenêtre avant de finalement fracturer la porte. Oui, on a des traces là, de toute façon. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, ouais. Et là aussi. Tac, tac, tac. Alors là, typiquement, on voit bien ce qu'on appelle les traces de pesée. Environ 1 centimètre. De toute façon, je vais les mesurer. Certainement faites avec un objet type tournevis. On voit bien le plat. Donc tournevis utilisé pour faire levier au niveau de la glissière, et puis désolidariser l'ensemble de la porte-fenêtre. Donc on voit bien toutes les traces là, ainsi que sur la glissière qui est toute tordue. Donc ceci pour faire céder la porte-fenêtre. Du coup, et après pouvoir accéder à l'habitation. L'étage a aussi été visité et une console de jeu a été dérobée. La console était ici sur la petite table là. Oui. Une console blanche solide. Olivier espère que les voleurs ont laissé des traces. On peut toujours essayer d'envisager de faire des recherches ADN sur les câbles qui ont été tirés ou débranchés éventuellement. Ils ont fouillé votre bureau ou pas? Ici, oui. Ouais. Ça, ils l'ont ouvert aussi. Et là, ici, les traces. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça a été forcé aussi, ouais, ça? Ça a été forcé et dedans, j'avais mes boîtes de iPhone. Là. Et ma chambre qui est à côté, vous allez pouvoir voir. Mon lit et on rentre partout. Ah oui. Dans la chambre également, c'est le chaos. Tout était comme ça, j'ai pas touché du tout et mon véhicule par contre était bien ouvert. Mais bien ouvert. Et j'avais une valise ici, et ça n'allait plus. Donc je pense que c'est peut-être pour mettre la console. Voilà, c'est ça. Exactement. Ils s'en servent pour transporter. Et les cambrioleurs, quand ils rentrent, ont tendance à, dans l'optique de faire rapidement, vite, ils vont retourner tous les placards, les vêtements, et puis même le lit, là, comme on peut voir, à la recherche d'éventuelles valeurs, des bijoux, des billets, de l'argent, parce qu'on sait qu'il y a des gens, des fois, qui stockent un peu de monnaie dans leurs affaires ou quoi que ce soit. Donc effectivement, là, on est sur un cas plutôt classique de cambriolage, où là, on peut voir un peu le bazar qui a été semé par les auteurs. Donc toujours très traumatisant pour les victimes, parce qu'effectivement, déjà le fait de savoir que du monde a pénétré chez soi, c'est déjà psychologiquement compliqué, et en plus mettre le bazar comme ça dans la chambre ou dans son lit, c'est des choses très personnelles, et on sait que ça marque beaucoup les gens. Donc c'est jamais très agréable quand ça vous arrive, forcément. Afin d'identifier les cambrioleurs, les gendarmes vont commencer leur relevé d'empreintes digitales et d'ADN. En France, 15 000 cambriolages ont été élucidés grâce à ce type de prélèvement. Il y a une petite chance qu'il y ait de l'ADN sur le câble d'alimentation. Autre élément à ne pas négliger, le témoignage des voisins. J'ai vu un véhicule gris qui passait comme si c'était quelqu'un qui déposait de la publicité comme une fois par semaine. Le type de véhicule, vous avez une idée, non? Soit 206, soit 307. Pour moi, c'était une 206 parce qu'elle faisait petite. D'accord, 206, ouais, très bien. Et la personne passait lentement, que d'habitude, il passe pas. Combien vous auriez vu de personnes dans la voiture? J'ai pas vu. Vous n'avez pas fait attention?
Ça fait moins de 3 fois qu'on les voit passer et que je les vois passer. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Des témoignages dans ce genre d'enquête qui parfois se révèlent déterminants. Comme celui de cet homme. Son épouse, elle aussi, a vu quelque chose. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit il y a une voiture qui est arrivée, qui est allée jusqu'au bout, qui a fait demi-tour d'abord. Ça m'a inquiété. Puis ils sont garés là. Elle est descendue. Elle a vu 2 gars. Enfin, elle en a vu 2, un noir et un blanc. Et avec une capuche. Et elle a pris en photo la voiture. Incroyable, la femme a photographié le véhicule. Malheureusement, la plaque d'immatriculation est illisible. Je vous en prie. Ça fait plaisir, ouais. On vous tient au courant. Pour les enquêteurs, l'affaire s'annonce difficile. Les indices sont trop minces pour identifier rapidement les auteurs. Peut-être d'ailleurs que les délinquants ne seront jamais interpellés. En France, seulement 1 cambriolage sur 6 est élucidé. Depuis 3 ans à Nantes, c'est la cellule anti-cambriolage de la gendarmerie. Son nom, le GELAC, une équipe soudée de 7 enquêteurs qui traquent les hors-la-loi. Un groupe dirigé par Didier Biraud, 44 ans. Le major, un sous-officier déterminé et tenace. Leur rayon d'action, au nord de la Loire, autour de Nantes. Au cœur de cette unité, Nathalie, 43 ans, qui n'a pas froid aux yeux. Vous correspondez au signalement fourni par une victime d'un cambriolage. Je veux juste m'expliquer. Je veux juste m'expliquer avec vous. Olivier, 35 ans, discret, à l'écoute des victimes. Donc il y a quand même pas mal de voyous partout dans la campagne. Et Selim, 37 ans, malicieux lors des interrogatoires. Alors ça, je m'en doutais de cette réponse-là parce que c'est toujours la même réponse. D'accord ? La cible du GELAC, les gangs de cambrioleurs. Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Ceux qui dévalisent les pavillons, qui fracturent les maisons, qui dérobent les bijoux. En France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes. Le but de cette cellule spécialisée, interpeller les hors-la-loi. C'est lui. Ouais. Là, il est coincé, hein. C'est lui l'auteur, il peut plus se défiler. Des enquêtes complexes, un combat difficile, avec des victoires et des défaites. Plongé chez ces gendarmes qui traquent les voleurs. Enquête sur un fléau qui empoisonne la vie des Français au quotidien. Cet après-midi, dans cette entreprise de transport, Patricia, la PDG de la société, a fait une découverte très inquiétante. Voilà le problème du jour. On s'aperçoit aujourd'hui que le grillage a été coupé et écarté et qu'on a sans doute eu un lieu de passage par ce secteur, mais qu'aucun vol n'a été constaté. Pour Patricia, cette tentative de cambriolage est une très mauvaise nouvelle. Car depuis 1 an, la chef d'entreprise a investi plus de 10 000 € pour sécuriser sa société. Des intrusions à répétition qui ont obligé cette patronne à installer des concertinas. Autrement dit, des fils d'acier ultra coupants comme des lames de rasoir, des barbelés utilisés habituellement par l'armée ou caractéristiques des prisons. Et malgré tout, rien n'y fait. Ici, on arrive sur la zone sensible de la société, c'est le parc du matériel avec les grues et les camions. Et c'est donc là que se sont passés les vols dont on a été victime pendant 6 mois. Vols pour lesquels on a eu un préjudice à peu près de 30 000 €. Voilà. C'était en particulier les véhicules qui se retrouvent de ce côté-là, sur la partie arrière du parc, qui étaient visés à chaque fois. Il passait par derrière la clôture, il venait au niveau des camions ici. Et là, il siphonnait au niveau des réservoirs. Tout simplement. On enlève le bouchon, la plupart du temps on a des véhicules sur lesquels on a des bouchons qui ne ferment pas à clé, mais ça c'est une volonté parce que ça coûte moins cher de remplacer un bouchon que de remplacer un réservoir dans lequel on aura donné un coup de tournevis. Voilà. Et là, des tuyaux, des jerrycans, maximum 30 litres les jerrycans, et ils siphonnaient.
Et voilà, ça prenait un petit peu de temps. On en a même certains, paraît-il, qui sont venus, puisqu'on a trouvé du matériel, avec des petites pompes pour que ça aille beaucoup plus vite. Les vols de carburant dans la région nantaise, c'est un véritable casse-tête. Un préjudice annuel énorme pour les entreprises que l'on peut estimer entre 600 000 et 1 million d'euros. Chaque matin au GELAC, on découvre l'ampleur des dégâts. Tous les matins, on consulte l'ensemble des fiches d'intervention de la nuit pour savoir ce qui a pu se passer au cours de la nuit. Et en l'occurrence, cette nuit, il y a eu un vol de carburant sur la commune de Carquefou. Ouais, 3 poids lourds, il y a au moins 600 litres, hein, facile. Ouais, je pense. Oui, mais respect, mon lieutenant. 600 litres dérobés en pleine nuit. Il faut agir vite. C'est juste pour vous dire là qu'on va sortir, on va être dehors. On a eu un gros vol de carburant cette nuit là, à Carquefou, dans une entreprise. Je tenterai bien un ou deux camps à contrôler quand même pour vérifier. Je viens d'avertir le PSIG, avec 2 patrouilles, on va aller faire un contrôle de camp, chercher du bidon. Pour Nathalie, peu de doute possible. Le crime est signé. Le vol est probablement l'œuvre de certaines bandes organisées que les gendarmes savent précisément localiser. Des hors-la-loi qui se réfugient dans des bidonvilles à la périphérie de la métropole régionale, au milieu de leur communauté, pour être totalement invisibles. C'est pas un délit de faciès. Hein. Maintenant, force est de constater qu'à chaque fois qu'on, dans 80% des cas, qu'on constate un vol de carburant en flag sur des cars, des poids lourds ou voire même des véhicules, il s'agit des personnes issues de la communauté des gens du voyage étranger, enfin, en l'occurrence les Roms. Bon, voilà, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de revenus, donc pour se déplacer, faire leur larcin ou obtenir de l'argent en monnayant ce carburant, on va dire que c'est leur manière d'opérer qui nous oriente, c'est ça. Donc voler une grosse quantité de carburant, c'est pas du délit de faciès que de s'orienter vers eux. Allez. Alors eux, ils aiment bien hein, les vols de gasoil. L'autre fois, on leur a tiré des bidons, donc on peut dire que... Allez. Nathalie pense qu'elle a de grandes chances de retrouver ici les voleurs de carburant, dans ce bidonville. Ici habitent des étrangers d'origine roumaine ou bulgare. Des familles qui survivent dans des conditions très précaires, sans eau courante, sans électricité, sans sanitaire. Une allure de quart-monde. Un camp où l'on vit dans le plus grand dénuement, qui servirait de planque à certains cambrioleurs. Il y a des bidons partout là. Dans cette zone, on survit en faisant de la récupération dans les déchetteries. La misère pousse plus facilement n'importe qui à faire n'importe quoi. Nathalie a fait une découverte, peut-être une preuve du vol de cette nuit. Il faut vérifier. Aucun doute, c'est bien du gasoil. Malheureusement, cette découverte risque de ne pas servir à grand-chose, car l'objet du vol, les 600 litres de carburant, a disparu. Là aussi, il y en a encore un fond. Ah, cherche pas. Les cambrioleurs ont été plus rapides. Il y a des fonds partout. Ça, ce serait ce qui a été volé? Ouais. Ça y est, ça a été redistribué. Hein. On est baisés. Hein. Ouais, on peut les crever, ouais. Afin que les voleurs ne s'en servent plus, Nathalie demande à ses collègues de percer les bidons pour les rendre inutilisables et faire en sorte que les voleurs de carburant ne puissent plus récidiver. Tout cela sous les yeux blasés des habitants, habitués aux visites régulières des gendarmes. Afin de négliger aucune piste, Nathalie questionne les habitants du campement. C'est quoi les bidons là-bas derrière? Qui c'est qui a piqué le carburant cette nuit? Mais ici, c'est l'omerta. Personne ne veut rien savoir sur l'activité illégale de certains criminels qui logeraient dans le camp. Il y a eu des plaintes de faits là. Je sais pas. Pas cette fois-ci, la prochaine fois. On va changer d'objectif. Finit toujours par trouver. Reste un espoir qu'une autre partie de la cargaison dérobée cette nuit n'ait pas été redistribuée. Peut-être se trouve-t-elle dans un autre campement. Cette nuit, ce sont 600 litres qui se sont évanouis dans la nature. Au total, une trentaine de bidons de 20 litres. Or, Nathalie vient de mettre la main sur seulement une dizaine. Il est peut-être encore temps. Bonjour. Alors, vous avez déménagé? Oui. Déménagé? Oui. Hier, transfert. Nathalie connaît bien les résidents de ce campement.
Bonjour. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue pour une visite de courtoisie. Bonjour. Ça va? Car l'enquêtrice n'a qu'un objectif, retrouver les preuves du vol de cette nuit. Bonjour. Et très vite, son odorat la guide. Ça sent. Hein? Il y a eu là. Bonjour. Ça va? Ouais. Il s'agit à présent de renifler la bonne piste. Le flair des gendarmes les oriente vers un endroit où la cargaison a été transvasée. Bah, il y a des traces de gasoil par terre, ouais. Tiens. Ils ont refait les pleins des bagnoles, hein. Il y a du gasoil partout par terre. Ça sent. Ils ont fait les pleins, hein. Ils ont fait les pleins. Bon, bah pour tout le monde, on décroche, hein. Trop tard, la station-service clandestine a disparu. Plus de vendeurs, ni d'acheteurs. Il ne reste plus qu'à espérer que le major Biraud, qui enquête de son côté dans un autre campement, ait eu le temps d'intervenir avant la redistribution. Au sol, des bidons et un tout petit matériel. Tuyau coupé qui permet de siphonner. La longueur suffit aisément. Alors je dirais qu'en plus ce diamètre-là est raisonnable, mais des fois on en est beaucoup plus gros. Parce que plus le diamètre est gros et plus ça va vite à vider. Et quand on sait que généralement c'est sur les réservoirs de camions qui siphonnent, un réservoir de camion pouvant contenir 300-400 litres de carburant, ça va très très vite. Le major est un peu décontenancé, car devant certaines caravanes, il voit des bidons. Mais que faire ? Ils ont commencé la distribution et c'est pour ça qu'on va retrouver à proximité de chaque caravane de véhicules un bidon de 30 litres ou de 20 litres de gazole qui aura été acquis au lieu de 1 euro, 1,10 € le litre. Ici, ils l'achètent pour 50 centimes. 50 centimes le litre. Malgré tout, les gendarmes ne se découragent pas. D'autant plus que dans ce campement, au milieu de ces familles qui tentent de survivre, se cacherait le spécialiste du siphonnage. Et on a identifié un individu qui se suscite d'être à l'origine de tous les vols de carburant qu'on aurait sur le secteur. Donc voilà, pour être le commanditeur de tous les vols de carburant. Et on sait qu'il est sur ce camp-là. Donc maintenant, on a plus ou moins idée de sa caravane, puisqu'on envisage de procéder à son interpellation. Puisque lors d'un précédent contrôle, c'est dans cette caravane-là qu'il aurait été contrôlé. Ou vu, tout du moins. Alors, le délinquant recherché est-il toujours là? A priori, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, à proximité, les gendarmes font une découverte troublante. Une caravane avec 2 plaques d'immatriculation. Bizarre. Olivier, tu prends le numéro là pour le passer pour voir? Parce qu'il ne correspond pas du tout à la plaque d'immatriculation, donc savoir lequel est le bon. Parce que pareil, par moitié des caravanes sur les campements sont volées. À l'origine, elles sont volées. Elles sont complètement dépouillées de leur plaque d'immatriculation, leur numéro de série qui les rend inidentifiables. Mais c'est des gens qui de toute façon n'ont pas les moyens de s'acheter de caravane. Donc soit elles leur sont fournies par des associations à titre gracieux, soit ils les volent eux-mêmes sur des terrains privés. C'est 44. C'est 44, hein? Ouais, 44. Donc ça n'a rien à voir avec la plaque. Mais là encore, le propriétaire est absent. Les gendarmes poursuivent leur investigation à la recherche du suspect. Pour les enquêteurs, il n'est pas impossible qu'il se soit caché dans une de ces caravanes. Mais Didier n'obtient aucune réponse. Et pour cause, aucun des étrangers venus de Roumanie ne s'exprime en français. Et surtout, selon les gendarmes, dans ce camp où règne la misère, un homme imposerait sa loi. C'est cet homme corpulent au t-shirt blanc, le chef. Chaque fois qu'on cherche quelqu'un ou qu'on veut savoir quelles sont les entrées et les départs, c'est lui qui vient nous voir. C'est lui qui parle français, principalement. Donc c'est lui qui s'exprime très bien en français et puis qui est capable de gérer toute l'administration sur le camp. Et la preuve en est, hein, pendant toute la visite du campement, il a toujours été derrière nous, en retrait, pour voir ce qu'on faisait, ce qu'on prenait, qui on contrôlait. Et après, il va faire lui aussi son briefing avec l'ensemble des personnes contrôlées, quoi. Savoir ce qui a été dit, ce qui a été pris, ce qui a été fait. Voilà. Lui, il ne monte pas au cambriolage, ne monte pas au vol. Il a une gestion interne au sein du camp. Ce qui fait que jamais il sera inquiété, puisque eux, ils dénoncent jamais personne. Et c'est encore le chef qui, d'après les gendarmes, fermerait les yeux sur certaines activités clandestines. Car ici, rien n'est codifié comme à l'extérieur.
Tous les campements donc, sont organisés de la même façon. Dans chaque campement, il y a des petits groupes qui sont formés. Chaque groupe est chargé d'une mission bien particulière, soit l'approvisionnement en denrées, soit en carburant, soit en produits ménagers ou en appareil électrique électroportatif. Mais ils reviennent systématiquement au même campement. Ils sont chargés de travailler sur le terrain pour pouvoir payer leur loyer en fait. Leur séjour ici n'est pas gratuit. Il faut qu'ils apportent quelque chose à la communauté. Et on ne tolérerait pas qu'ils puissent habiter gratuitement sans rien faire sur le campement. Une communauté qui fonctionnerait en autarcie avec ses propres règles, où tout le monde partage tout. Le magasin, c'est le lieu qu'ils ont créé, ou ce qu'on pourrait appeler nous conventionnellement un foyer, où ils peuvent consommer et acheter tous les produits. Alors soit qu'ils vendent, soit qu'ils achètent, mais bien souvent voilà, c'est des produits dérobés. À entendre le Major, une bonne partie du stock que l'on retrouve ici aurait une origine douteuse. Pour les gendarmes, ces camps abriteraient certains criminels qui obligeraient les gens de leur communauté à basculer dans la délinquance, de gré ou de force. C'est ce que l'on appelle les mafias de l'Est, une délinquance itinérante, cible prioritaire de la gendarmerie. En pointe dans ce combat, le colonel Berger, un gradé qui affronte tous les jours cette criminalité internationale. Ces cambriolages sont commis par des ressortissants originaires de l'ancien bloc de l'Est, notamment donc la Lituanie, la Roumanie, Moldavie et une autre partie donc originaire de l'ex-Yougoslavie. C'est un phénomène qu'on constate depuis la fin du bloc de l'Est. Une bonne part de ces réseaux sont des réseaux particulièrement bien organisés, extrêmement mobiles, qui n'hésitent pas à faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour commettre leur cambriolage, plusieurs dizaines par jour, et ensuite repartir immédiatement sur leur base logistique. Des groupes criminels structurés qui fonctionneraient comme des mafias italiennes. Ce sont des structures qui comportent effectivement des chefs, des sortes de contremaîtres et des simples exécutants, avec une répartition des rôles qui est extrêmement bien définie. Avec parfois des enfants contraints de jouer les petites mains pour des groupes de hors-la-loi. Ici, vous avez l'exemple d'une synthèse où nous avons donc des cambriolages qui ont été commis principalement par des jeunes mineurs originaires de Serbie, des enfants de 12 à 16 ans pour commettre des cambriolages. Deux avantages majeurs. D'une part, c'est que personne ne va les suspecter de commettre un cambriolage ou d'avoir commis un cambriolage, donc ça facilite, je dirais, la réalisation des faits. Et la deuxième chose, c'est que s'ils sont interpellés, je dirais que la réponse pénale est adaptée à un mineur. Donc on considérera que ces mineurs sont avant tout des victimes d'une organisation criminelle plutôt que simplement un auteur. Des malfrats qui cassent, qui volent, qui sautent les frontières, très difficiles à interpeller. C'est le défi des hommes du Gélac dans la région nantaise. Comme le major Biro n'est pas satisfait par les explications du chef, avec ses hommes, il décide d'inspecter les abords du campement. C'est souvent là que les voleurs dissimulent leur butin dans des cachettes secrètes. Et cette fois-ci, bonne pioche. Sous cette bâche, une vingtaine de bidons de gasoil remplis à ras-bord. Mais également du cuivre, près de 300 kilos, prêt à la revente, ce qui représente 1 200 € environ. Un véritable trésor de guerre dissimulé dans un terrain vague. C'est leur quotidien. C'est ce qu'on disait, en fin de compte, voilà, le carburant, c'est une nécessité pour eux de voler du carburant quasiment toutes les nuits et tous les jours afin de pouvoir circuler. Parce que quand on voit le nombre de véhicules qu'ils ont sur les terrains, voilà, ils prennent ce carburant-là, dépourvu de revenus, ils n'ont pas d'autre choix. Et puis le cuivre, puisque c'est un gagne-pain, là c'est des métaux précieux qui coûtent très cher au kilo. Voilà, donc on a peut-être 200 kg, 200-300 kg d'acier. Dès lors que le cuivre commence à coûter cher au kilo, on va avoir une récurrence de vol d'acier, puisqu'ils savent très bien que le marché est propice. 1 500 € de marchandises dérobées. Et si les voleurs les ont mis ici, ce n'est pas par hasard.
En plus, ils sont suffisamment malins et dissimulent tous ces objets-là dans la pampa, là, dans les terres, ce qui fait qu'au final, on peut attribuer les produits à aucune personne sur le terrain. Quand on leur demandera d'où viennent les produits, ils diront, on ne sait pas. Ils diront systématiquement que les produits étaient là avant même qu'ils soient arrivés sur le terrain. Et on ne pourra pas en déterminer la provenance encore une fois. On saisit les produits, enfin de retrouver l'origine si possible. Et surtout pas leur laisser parce qu'ils en tireraient profit. Même si les cambrioleurs n'ont pas été identifiés, leur butin est confisqué. Il y a là 400 litres de gasoil à charger. Alors que le major Biraud pensait clôturer son enquête, il est intrigué par une nouvelle bâche. Regarde donc. Des grands consommateurs de jus d'orange. Cette fois-ci, c'est une palette entière de jus d'orange qu'il vient de découvrir. C'est à qui ça? C'est à qui ça? Je sais pas. C'est ta caravane? Oui. Donc c'est sur ta flèche? Ouais. Moi. C'est arrivé quand ça? Je sais pas. C'est à personne? Je sais pas. C'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel, non? C'est pas tombé du ciel? Moi je sais pas, y a pas. On a sa carte d'identité là? La bouletine. Parce qu'à ce moment-là, on va le faire convoquer et puis il viendra s'expliquer à la brigade là, sur la provenance des objets. C'est ça, on va l'emmener. Hein. On va pas leur laisser. Hein. Didier est sceptique. Il pourrait s'agir d'un vol de fret. Autrement dit, une cargaison dérobée dans un poids lourd. Dans le doute, il confisque. 31, 32, 33, 34, 35, 35. Mais alors que les gendarmes s'interrogent sur la provenance des 200 litres de jus de fruits, l'un des enquêteurs, Olivier, leur apporte la confirmation tant attendue. Les vérifications ont été faites à la brigade de Sautron. Apparemment, ça vient de vol de fret. La plainte a été prise ce matin à la brigade de Bougnay. D'accord. Un camion. Il a piqué 37 bidons de jus de fruits bien vu. Ouais. Ça correspond, hein. Ok. Et c'était dans un SMI? Ouais. Okay. Sur un parking? J'ai pas plus de précision. Ouais. Ok. Cette fois-ci, c'est une certitude, la palette de jus de fruits provient bien d'un vol. Dans l'après-midi, à la gendarmerie de Sautron, l'homme de la caravane vient s'expliquer à la brigade. Alors c'est une audition libre de mis en cause. Le jeune Roumain est accompagné d'une interprète car il s'exprime mal en français. Ces packs de jus d'orange ont été dérobés cette nuit dans la remorque bâchée d'un camion. Moi je ne connais pas ça. Quand il s'est réveillé ce matin, il les a vus ces packs. Non, je ne les ai pas vus, je suis partie et puis en revenant, c'est vous qui m'aviez dit que c'était peut-être les miennes, mais les miennes n'est pas. 35 fois 6 bouteilles qui sont posées là, à côté de sa caravane. Il sort de sa caravane, il ne voit pas cette masse là. Moi je suis sortie d'un côté, mais les packs étaient un peu en arrière, donc derrière la caravane presque, donc je ne pouvais pas les voir. Parce que moi, de l'entrée du camp, je les voyais les packs. Donc, Zice eu, intrând pe plaț, le-am văzut. Bon, c'est qui les a volés? Cine le-a furat? J'en sais rien, il y a plein de voitures qui rentrent, qui sortent. Je ne sais pas qui les a mis là-bas. Probablement que c'est quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Moi je ne sais pas, je ne vole pas. Peut-être qu'il y a des tziganes du pays qui m'en veulent, j'en sais rien, mais... Je pose la question une dernière fois. Vous êtes allé, pas allé? Vous avez conduit, vous avez regardé. Ați condus, ați privit, Vous deviez garder la marchandise. Poate erați acolo ca să vă uitați la marfă. Le jeune Roumain jure qu'il n'y est pour rien. Alors Nathalie l'interroge sur ses antécédents judiciaires. Est-ce qu'il est connu des services de police ou gendarmerie? Ah. Oui, maintenant. Hein? Oui. Ici, maintenant. Ici. L'individu l'assure, il est blanc comme neige. Mais ce n'est pas ce qui est inscrit dans les fichiers consultés par Olivier. Les connutages... Connutage? Net, ouais. Vol aggravé et dégradation et rébellion. Vol aggravé et... Dégradation et rébellion. T'es sûr que c'est du même qu'on parle, là? Bah ouais.
L'homme a déjà été condamné pour vol. Il pourrait donc avoir recommencé. On lui prend ses empreintes, on le photographie et on lui prélève son ADN. En attendant, le gardé à vue est placé en cellule. Le lendemain, suite de l'interrogatoire, avec un élément qui va bouleverser l'enquête, grâce à un coup de fil que va donner Selim. Oui, bonjour, c'est l'adjudant Hammer du GELAC Nantes à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez mes résultats ADN concernant la dépose qu'on a fait hier. Oui, tout à fait. Donc, on a les résultats. L'ADN que vous nous avez fourni concernant monsieur correspond à l'ADN prélevé sur la briquette de jus de fruits. Ah, très bien, super. Effectivement, ça correspond. Hein. Selim est aux anges. C'est bon, j'ai eu l'expert, c'est ça. C'est lui. C'est lui? Ouais, l'ADN est confirmé? L'ADN est confirmé. L'ADN est confirmé, ouais. d'accord. Sur une brique de jus d'orange chez lui, et il y a un autre ADN. Lui, c'est sûr, c'est l'auteur, quoi. Un des auteurs. C'est une bonne nouvelle. Donc, impeccable. Bien là, là, il est coincé. Hein. C'est lui l'auteur, il peut plus se défiler. C'est génial. Oui. C'est donc avec la reine des preuves et avec beaucoup plus d'optimisme que Nathalie aborde la prochaine audition. T'as réfléchi? Hein? Le jeune Roumain ignore encore que les gendarmes possèdent des preuves scientifiques indiscutables pour l'accabler. Ce sera plus difficile pour lui de plaider l'innocence. Vous savez ce que c'est l'ADN? Vous savez que c'est unique? Lors du vol, la bâche a été déchirée. Sur place, ils ont bu des petites briquettes de jus d'orange. L'ADN a été prélevé sur les pailles. On a rapproché celui des pailles, celui des joues que j'ai prélevé hier. C'est le même, c'est le vôtre. Donc qu'est-ce qu'il a déclaré là-dessus? Confondu, le jeune homme passe aux aveux. Je regrette les faits. Donc c'est moi le voleur. Je regrette les faits et ça ne se répétera plus. Pourquoi il l'a pas dit dès le départ, ça? On lui a tendu la perche quand même. Hein. J'ai eu peur parce que je suis récidiviste. Le mis en cause fait son mea culpa. Pour la deuxième fois, il est impliqué dans un cambriolage, trahi par son ADN cette fois-ci. Poussé dans ses retranchements et face aux évidences, face aux preuves, il peut qu'avouer. Entre la téléphonie et l'ADN, il peut que reconnaître. Hein. Bon, en plus, il nous a dénoncé son complice. Déféré devant la justice, le récidiviste sera jugé en comparution immédiate. Il sera condamné à 4 mois de prison ferme. En Loire-Atlantique, les cambriolages ont augmenté de 11% l'an passé. Ce sont les résidences principales qui sont les plus touchées. Dans la région nantaise, on comptabilise 1 millier de vols avec effraction par an. Près de 3 cambriolages par jour. Une véritable épidémie qui mobilise la cellule anti-cambriolage, le GELAC, nuit et jour. Même la campagne n'est pas épargnée. À 30 km aux environs de Nantes, les cambrioleurs frappent régulièrement. Ici, il ne faut pas se fier aux apparences, car si tout paraît paisible au premier abord, il arrive fréquemment que les habitants se fassent dévaliser. Ce matin, Didier et Olivier vont auditionner une nouvelle victime. Bonjour, monsieur Jacques. Major Biro, GELAC de Nantes. Hop. Donc on vient vous voir pour faire suite à votre cambriolage. Ils sont passés par là, ils ont cassé la porte là, ils l'ont cassé là et après ils ont passé la main, ils ont récupéré la clé et puis ils ont ouvert, on a trouvé la clé à l'extérieur. Effectivement, mode opératoire conventionnel. Là on a une trace de gants. Je ne sais pas si vous voyez là. On est légèrement quadrillé.
Donc ça, c'est pas une trace de paume digitale, c'est une trace de gant. Et on retrouve encore ici cette même trace de gant. Ouais, tiens, ils ont été jusqu'en bas, là. Ah ouais. Bizarre, hein. Donc selon vos dires, donc apparemment ils auraient utilisé... Moi, je pense qu'ils ont dû prendre la chaise qui se trouve dehors, je pense, parce que ça était très lourde. Ah, effectivement. Donc, je pense que ça a mis le bélier, et puis... ouais. Donc, ils ont passé la main à l'intérieur. Ouais. Ils ont fait bien attention de ne pas se couper, puisque ça aurait été trop... Bah, ils avaient des gants, apparemment, donc... Ouais, mais tant bien même. Je veux dire, le fait d'avoir un carreau comme ça, bien cisaillé, même un petit passage, une petite irritation, voilà. Et là, je vous cache pas que le sang, pour nous, c'est une preuve matérielle idéale. La victime est étonnée. On a fracturé sa porte en plein jour. C'est quand même étonnant de faire ça à 2h de l'après-midi, quoi. Non. C'est pas surprenant. De plus en plus, les gens se livrent au cambriolage de jour, puisqu'ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de personnes dans les lotissements. Et qui plus est, en plus, vous êtes dans des lieux très isolés. Voilà, donc vous êtes des cibles potentielles. Ils le savent. Qui plus est, vous êtes loin de la route. Donc eux passent, pas de véhicule, ou les volets fermés, ou pas d'animation particulière. Ils tentent. Ici, Didier et Olivier le découvrent. Il ne s'agit que d'une tentative de cambriolage. René estime donc qu'il a eu de la chance, il n'est pas choqué. C'est bizarre, pas plus que ça, parce que comme ils ont juste cassé la porte, finalement, comme ils n'ont rien fait d'autre, oui, s'ils avaient vidé la maison, on aurait été choqués. Mais là, pas plus que ça. Si ce retraité reste philosophe, c'est surtout parce que l'an dernier, il a vécu la même situation de manière beaucoup plus dramatique. On avait déjà été cambriolé une fois où il y avait eu des dégâts, donc... Ouais, puis c'est toujours traumatisant. Ça fait déjà 2 fois qu'on est victime d'un vol. On a violé la maison, on a tout vidé, chez nous tout était... On n'a pas vu parce que notre fils a tout rangé après, les armoires étaient vidées et tout, donc... Bon, c'est pas évident, hein. Donc il y a quand même pas mal de voyous partout dans la campagne. Cette fois-ci, René a eu plus de chance. C'est peut-être parce qu'après avoir été dévalisé une première fois, il a protégé sa maison. Ah oui, c'est devenu quasiment indispensable. Moi, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, là, et une dame qui avait été cambriolée 5 fois, elle n'avait toujours pas d'alarme. Hein. Ouais. Et donc, l'inspecteur lui a dit, écoutez, il faudra en mettre une. 5 fois, elle était cambriolée. Hein. Ah mais comme quoi hein. C'est quand même terrible, quoi. Des caméras que le retraité a installées partout chez lui. Au rez-de-chaussée, dans la salle de séjour, des objectifs posés dans les angles des pièces afin de pouvoir scruter tout ce qui se passe en cas d'effraction. Un système de vidéosurveillance qui a sans doute empêché que René ne se fasse cambrioler une 2e fois. Donc je pense que là, c'est une alarme en fait, il y a un renvoi chez un opérateur sécurité et c'est lui qui vous prévient de l'intrusion. D'accord, et il y a un enregistrement direct par image vidéo. Il y a un petit film qui doit durer une vingtaine de secondes, je crois. D'accord, ouais. Et maintenant, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un hurleur? Oui. Ouais, c'est ça qui les a fait partir. Merci bien, excusez mon dérangement. Bon courage à vous. Les gendarmes n'ont plus qu'à visionner la vidéo, avec sur les images peut-être les visages des cambrioleurs. Tu vois, j'envoie la vidéo là. On va voir. Ah, tu sais, le cambriolage, tu vas voir la vidéosurveillance qui m'a été transmise par les collègues. Donc on voit sur la vidéo qu'effectivement le premier rentre serein, fait pas attention qu'il y a une caméra. Alors que la personne qui se trouve derrière lui, donc déjà ça matérialise le fait qu'ils étaient plusieurs, au moins 2. Bon, la deuxième personne elle est invisible, on peut pas la voir puisqu'elle se baisse tout de suite dès qu'elle rentre dans la pièce. Elle a dû voir la caméra. Et elle prévient son comparse qui lui au départ marche normalement en fait, traverse la pièce normalement. Puis au signal du deuxième, ça décroche, ça dure quoi même pas allez, 3 secondes. 3 secondes c'est très rapide. Encore une fois, voilà, le système de surveillance a fait son travail. Certes, ils ont commis une effraction, mais ils n'ont rien volé, ils sont repartis aussitôt. Les gendarmes n'iront pas plus loin. La piètre qualité des images ne permet pas d'identifier les auteurs. En Loire-Atlantique, selon la préfecture, le trafic de stupéfiants explose. Plus de 24% en l'espace d'1 an. Pour acheter leur dose, les toxicomanes n'hésitent pas à pénétrer dans les maisons et à voler n'importe quoi. Aujourd'hui, les gendarmes du Gélac sont confrontés à ce phénomène. Avec une histoire tragicomique, l'arroseur arrosé.
car un de leurs collègues s'est fait cambrioler. C'est le major Biro et Éléonore qui sont chargés de l'enquête. Enfin, on nous a demandé d'intervenir sur un cambriolage au domicile d'un collègue, dans un logement de fonction. C'est pourquoi le GELAC a été demandé, puisque c'est particulier, hein, vu que c'est un logement qui est occupé par un militaire à la gendarmerie et qui est loué par la gendarmerie. C'est pour ça que c'est nous qui sommes saisis et non pas la police, bien que ce soit en zone policière. Alors dis-moi tout. Ils étaient deux, hein, une fille et un gars, avec un chien noir. Et donc ils sont passés, le gars a dû passer par-dessus le portail, il était derrière là, il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied dans la porte là, et puis voilà quoi. Effectivement, il est rentré dedans et puis il a pris un des deux vélos, quoi. Il y avait un VTT, un vélo de course, il a pris le VTT. Un VTT Ducati beige. Beige. Ouais. Ok. Un couple de voleurs qui serait passé par la porte. Le voisin qui les a vus partir les a suivis. Il a vu le couple devant chez moi là. Et puis après, il les a vus au niveau du Super U, au niveau du Leader Price avec le VTT quoi. Et il s'est dit, ça va pas avec le VTT les gens qui sont là quoi. Donc il est revenu ici, il a passé au-dessus du portillon, il est venu voir, il a vu qu'on m'avait volé mon VTT. Voilà. Coup de chance, les témoins sont très précis. 2 personnes, ok. Donc une fille des cheveux blonds coupés au carré et un homme avec un chien brun. Voilà. Et ils ont piqué donc en fait un VTT de marque Ducati, comme les motos, de couleur beige. Malgré le vol de son VTT haut de gamme qui coûte à l'achat environ 1 000 €, la victime a choisi de prendre les choses du bon côté. Le gendarme cambriolé arrive même à faire un brin d'humour. Ils ont eu la bonté de me laisser un vélo. On va dire ça comme ça. Des témoignages fiables qui orientent l'enquête. L'une des dernières fois où l'on a aperçu le couple, c'est à l'entrée de cette supérette. Nathalie se lance sur cette piste. L'enquêtrice espère bénéficier d'un petit coup de pouce pour trouver les voleurs. Elle va la voir. On a de la chance, on a de la vidéosurveillance. C'est la gendarmerie, on vient vous voir avoir des clichés de la vidéo d'hier, entre 11h45 et 12h10. Midi 10. Ouais. Nathalie veut visualiser le couple grâce à la vidéosurveillance qui a filmé l'entrée du magasin. Ça donne pas sur l'extérieur la caméra. C'est surtout nous pour mettre un visage sur la personne qui est rentrée dans le magasin. Et puis ouais, l'absolu, ça serait de voir l'individu masculin avec le vélo à l'extérieur là qui attendait. Ça y est, ouais. On les voit. Il a le vélo devant. L'intuition de l'enquêtrice a été juste. Les 2 individus ont été filmés. Un couple bien connu des responsables du supermarché. C'est elle qui a le vélo. C'est celui-là qu'on virait? C'est ce mec-là? On le virait plusieurs fois, il est hyper agressif. Ah ouais? Ouais. Il s'est pris la tête avec ça. Ouais. Ça va, c'est pas mieux. Pour les gérants du magasin, l'homme est un voleur. Sur ces images, on l'aperçoit dérober de la nourriture Il est parti sans payer. et la cacher dans ses vêtements. Saucisson. Ah ouais, bah dans le pantalon. Hop, ça y est, il n'y a plus. Le rayon de l'alcool, là, il est au niveau de la bière. Hein. L'homme a également dérobé de la bière. Il y a la nourriture, en effet, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a l'alcool et surtout l'alcool, parce qu'il prend plus d'alcool que de nourriture classique. Et il s'en va, c'est servi. Après son larcin, l'homme s'éclipse en catimini devant les caisses. Une fois parti, c'est au tour de sa compagne blonde d'effectuer sa petite razzia dans le magasin. Au rayon cosmétique cette fois. Voilà, rien dans les mains quoi. Ah, quoique, ouais, si, ouais. Si, elle a caché. Et ouais, elle a caché. Elle a dissimulé quelque chose qu'elle a pris dans le rayon sous sa veste. Le gérant dépose plainte. Pour les gendarmes, ce type de délit ne doit pas rester impuni. Il faut absolument que ces gens-là soient sanctionnés, parce que c'est inadmissible de pouvoir voir ça. Et puis il faut bien que le commerce tourne, le commerce travaille. Et si chacun d'entre nous se mettait à rentrer dans les magasins et se servir de cette façon, on ne pourrait pas y arriver, c'est pas possible. Donc il faut que ces gens-là comprennent que le vol est interdit et que même un petit vol doit et peut être sanctionné. Mais ici, ce n'est pas qu'un petit délit négligeable. Les gendarmes le découvrent, le couple écume régulièrement les supermarchés du quartier. Comme dans ce nouvel établissement par exemple, où là encore, la vidéosurveillance va parler.
Et ils volent régulièrement dans le magasin? Ah oui, ils volent régulièrement. Bah, celui-ci, ça va être pour un paquet de fois déjà. Ils volent quoi? Bière, bouffe, voilà, tout ce qui lui tombe sous la main. À chaque fois qu'ils rentrent, à chaque fois ils volent. Mais comment localiser ce duo? Les gendarmes interrogent leurs collègues de la police municipale. Bonjour. Bonjour. Eh ben, on a les photos, bonjour. 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 Ça va? Salut, ça va? Ben, on a des photos à vous montrer éventuellement d'individus là, qui seraient à traîner sur Super U, Leader Price, Parc de la Moutonnerie, tout ça. Là, il y a elle. Donc, elle est blonde, environ 18-19 ans. Hein, et son compagnon, lui... alors, elle, ils ont un petit chien noir. D'accord. Elle a fait à peu près 1m70. Ah oui, oui. Ah oui, bah, je vois qui c'est. Elle, oui. C'est quelqu'un que vous contrôlez régulièrement? Oui. Lui, il est là. Ah oui. C'est lui, c'est son petit Lui, il est copain? grand, Oui. il est assez speed d'attitude, un peu nerveux. Voilà. Voilà. Il est interdit de magasin, dans les 2 magasins et 2 supermarchés du coin, il est interdit de magasin parce que c'est un voleur. On a dû les contrôler il y a peu de temps au niveau de leur chien qui est souvent en divagation. Elle et son copain? Oui. Ouais. À côté du parc de la Moutonnerie. Hein. Le couple de voleurs a été vu régulièrement dans le parc municipal où il promène son chien. Afin de ne pas gêner le repérage, nous filmons en caméra cachée. Il y en a un qui a un VTT blanc. Mais alors que Nathalie espère trouver le duo de hors-la-loi, son œil est attiré par un détail intrigant. Un individu juché sur un vélo qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au VTT volé. Tiens, c'est celui-là. Hop, on va l'interpeller. Bonjour, vous mettez sur le côté, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Mettez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît, merci. Bonjour, monsieur. La gendarmerie de Nantes, d'accord? Il est beau, le vélo? Vous avez la facture? Non. Je crois pas. Hein. Moi, je sais d'où il vient, le vélo. Ah ouais? Vous me présentez une pièce d'identité? Bon. Tiens. Hop. Si vous ne le savez pas, ce vélo, il a été volé jeudi. Non. Vous avez la facture? Non. Alors, il vient d'où, ce vélo? J'ai acheté un quelqu'un. À quelqu'un? Mais ce quelqu'un, il l'a eu où, ce vélo? Je sais pas, moi j'étais là-bas, j'ai besoin d'un vélo. Dans le parc? Ouais. Ouais. Vous l'avez acheté combien? 60 euros. Combien? 60 euros. 60 hein. 60 euros? C'est pas cher, hein? Va falloir que je vous entende pour me dire que c'est pas vous qui l'avez volé, parce qu'il est volé. Non, mais c'est pour ça. Et celui qui vous a vendu le vélo, là, c'est qui? C'est un ami? C'est connaissance comme ça? Un black? Donc j'attends mes collègues parce que je peux pas charger le vélo dans la voiture, parce que c'est une petite voiture. On va prendre monsieur en compte. Les renforts sont arrivés. Même si l'homme en possession du vélo volé ne correspond pas au signalement, il va être auditionné. Est-il complice ou receleur? Ou encore mieux, peut-être sait-il où précisément rechercher le couple. Quant à Olivier, il a trouvé un moyen efficace de rapatrier la bicyclette à la brigade. Mais au moment où le suspect s'apprête à être entendu après une fouille réglementaire, Nathalie est alertée en urgence, car un témoin a localisé les suspects. Ok, il est où? Donc il y a l'agent de sécurité qui nous a appelé pour dire qu'effectivement ils étaient là, tous les deux. Le couple a été repéré au bout de cette impasse. Les gendarmes interviennent immédiatement. Pas de doute possible, il s'agit bien de l'homme aux cheveux bruns et de la jeune femme blonde et de leur petit chien noir. Vous correspondez au signalement fourni par une victime d'un cambriolage. Je veux juste m'expliquer. Ouais, je veux juste m'expliquer avec vous. Ok, allez, venez avec nous. Hein, ça durera pas très longtemps. Si l'homme garde son calme, la jeune femme, elle, est effondrée. Elle ne supporte pas notre caméra. C'est 13h45. Ok, arrête, calme-toi. Mais il va pas montrer ta tête, hein. D'accord? Calmez-vous. Il n'y a pas mort d'homme, hein. D'accord? C'est pas une affaire d'État. Nathalie tente d'apaiser la jeune femme. Avant l'audition, il faut que les deux gardés à vue se sentent en confiance. Progressivement, les gendarmes mettent à nu le profil des deux cambrioleurs. Du déjà-vu. L'homme est un toxicomane, un marginal en pleine errance.
Pourquoi choisir la maison? Parce qu'en fait, je suis déjà passé plusieurs fois devant, j'ai vu que c'était fermé. Après, j'ai mis un coup de pied dans la porte du garage. J'avais pas là-bas pour voler un vélo, je tombais dessus, voilà, je l'ai pris. Dans l'esprit du marginal, le vol du VTT était destiné à la revente immédiate pour acheter des stupéfiants. Quand on est en galère, qu'on est à la rue, tous les jours, on ne sait pas ce qui va nous arriver, qu'on a besoin de quelque chose. Quand on a une opportunité de pouvoir prendre 30 balles. Quant à la jeune femme, âgée de 18 ans, elle est enceinte de quelques mois. Après quelques petits boulots, elle a fini comme son compagnon, à la rue. Un couple de toxicomanes à la dérive qui volaient dans les supermarchés. Après leurs aveux, les suspects sont placés dans des cellules voisines. Avant d'être enfermés, la jeune femme lance un petit mot d'amour à son amoureux. Mon cœur, je t'aime. Tu m'entends pas? Si, t'inquiète pas. Pour Nathalie, l'enquête s'arrête là. Bon bah c'est bon, j'ai eu le parquet au téléphone. Bah là ils sont libres, hein, on va lever la garde à vue, on leur notifie leur convocation en justice. J'espère qu'ils ne vont pas perdre leur convocation d'ici là. Puis surtout qu'ils vont s'y rendre parce que sinon ils vont prendre plus cher que s'ils sont jugés par défaut, ils vont prendre le maxi. Oui, ils ont plutôt tout intérêt. Voilà. Bonne soirée. Les deux marginaux quittent libre la brigade. Ils retournent vers l'inconnu d'où ils sont venus, le monde impitoyable de la rue. Il faut maintenant restituer le bien volé à son propriétaire. Il n'attend que toi. Ah bah je suis content, oui. Je pensais pas le revoir. Bah honnêtement, ouais. J'avoue qu'on n'aurait pas parié le retrouver, mais bon. Ah bah c'est bon, c'est comme quoi. Au niveau des lumières, c'est pareil. Les lumières marchent encore. Eh ben merci, je t'en prie. Une enquête sur la délinquance ordinaire, bouclée à la vitesse de l'éclair, avec des témoins fiables. Une vidéosurveillance qui parle et un butin retrouvé. C'est presque une exception, car au petit jeu des gendarmes et des voleurs, c'est bien souvent le cambrioleur qui gagne. En Loire-Atlantique, dans leur traque contre les hors-la-loi, les gendarmes se heurtent très souvent à un obstacle méconnu. Une zone très particulière d'une vingtaine d'hectares à l'est de Nantes. La Clairière. Une zone dangereuse, ouverte à tous les trafics. Un havre pour le banditisme, accusent certains. Didier et sa coéquipière ne le savent pas encore, mais aujourd'hui leurs investigations vont les conduire aux abords de ce territoire singulier. C'est en enquêtant sur une série de cambriolages que les deux gendarmes vont se retrouver face à cette zone de non-droit. Donc on va chez une nouvelle victime d'un cambriolage commis hier entre midi et 2. Un cambriolage similaire à 3 autres qui ont été commis entre vendredi et puis dimanche. Les cambrioleurs agissent en plein jour, à l'heure du déjeuner. Les cibles favorites, des maisons isolées, à l'abri des regards, sans voisinage, avec une préférence quand les propriétaires sont des personnes âgées. C'est le cas aujourd'hui. Bonjour madame. Ici, c'est une dame de près de 80 ans et sa belle propriété qui ont été visées. Les voleurs n'ont pas eu de grandes difficultés. Ouais, c'est ce que disait le collègue, apparemment il y a une trace de pas. Oui, c'est ça, ils ont comme ça. Comme ça, oui. Le mode opératoire est similaire aux 3 précédents cambriolages. Oui. Donc en fait, on a une porte, voilà. On voit tout de suite, à l'aspect général, qu'elle n'est sécurisée par aucun élément. C'est une vieille huisserie. Rien qu'en touchant, on sent bien qu'elle va bouger. Non, oui, voilà. Là, ce genre de fixation, on sait très bien que c'est une pâte acier qui tient juste 2 petits crochets derrière. Voilà, il n'y a aucune fixation, contrairement aux portes d'aujourd'hui où on a les 3 points dans les murs. Là, voilà, un coup de pied, on voit la déformation qui s'est entraînée. Hein, on ne récupérera jamais cette... voilà, le bois est vraiment... juste avec un pouce, on arrive déjà à accrocher. Je vois même le loquet qui est juste derrière. Voilà. Un coup de tatane et puis la porte s'ouvre. Puis après, comme à l'habitude, fouille complète de l'habitation, on recherche des bijoux, des valeurs, des espèces, des moyens de paiement. Et pour éviter justement de laisser un maximum de traces, on manipule au moins possible les meubles, donc on les laisse tous tomber par terre, on tire, ça tombe par terre et après on fait le tri vulgairement, soit avec le pied, soit avec les mains si elles sont gantées, mais généralement ils font un trou rapide et ne prennent que ce qui les intéresse, en l'espèce là, les bijoux de valeur. C'est la 3e fois que la vieille dame se fait cambrioler. La dernière fois, c'était l'an passé. Concernant les bijoux qui vous ont été dérobés, est-ce que vous les avez photographiés ou... Il y a des choses qui ont été photographiées, j'en ai à la mairie, des boîtes gracieuses et tout ça. Ouais. Mais autrement, non, les bijoux n'étaient pas photographiés. Des photos de vous où les bijoux pourraient apparaître? Non.
Non, parce que je ne les portais pas, c'était des choses, vous savez, les anciens. Et le préjudice, vous l'estimez à combien à peu près? Oh, bon, j'en sais rien, moi, c'est incapable de dire. Ouais, d'accord. Bon, une somme importante sûrement, mais... J'imagine. Reste l'essentiel. La victime a pu apercevoir un véhicule stationné au bout de son allée. Des cambrioleurs, sans doute en repérage. Et il y avait un homme qui était devant la voiture. Sorti, côté passager. Côté passager. Et puis quand il m'a vu sortir, ils sont partis. D'accord. Ils sont repartis par le même chose. Donc vous n'avez pas eu à discuter avec eux? Ah bah non, parce que j'étais là, ici, et puis ils ne sont pas approchés. Donc ils sont descendus en fin de compte après? D'accord. Le véhicule, vous pouvez me le décrire? Ah oui, j'ai décrit à la gendarmerie, ils m'ont montré des photos. D'accord. Enfin, c'est difficile de reconnaître de loin comme ça, mais c'est une voiture gris clair. Non, pas vraiment. Une voiture gris clair avec à son bord 2 individus. Ce détail intéresse beaucoup Didier Biraud. Bon allez, on vous apporte un peu plus que ça, puisque vous avez du monde. Allez, bon courage. Au revoir, madame. Merci bien. Merci. Car depuis une semaine, le major et son équipe traquent une bande avec ce même type de voiture et un mode opératoire similaire. Un même véhicule qui est vu sur 4 faits similaires sur une période de 48 heures, aux mêmes horaires entre 12h et 14h. Des vols qui portent sur un même butin, espèces et bijoux. Oh, on peut penser que c'est effectivement la même bande. Il ne reste plus qu'à trouver ce fameux véhicule. Quelques jours plus tard, c'est la poisse. Le gang à la voiture grise a refait parler de lui. Un nouveau vol de bijoux chez un couple de commerçants à Le Palais, une commune tranquille de Loire-Atlantique. Mais cette fois-ci, l'équipe de voleurs a été moins prudente, ce qui n'a pas échappé aux gendarmes. Salut Franck, ça va? Ça va, toi? Impeccable. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Tranquille. Donc tu viens pour... ouais, pour le cambriolage que vous avez eu là, avec un véhicule gris, là. Ça nous intéresse, puisque apparemment ce serait un véhicule similaire au nôtre. Je vais voir ce que tu as exactement dans le dossier. Donc ouais, effectivement, nous avons récupéré une vidéo. Ouais. Et puis j'ai vu 2 jeunes arriver sur le parking, chose normale. Et puis je les ai vus aller en direction du domicile de la dame qui a été cambriolée. Et au début, je ne me suis pas douté de rien, parce que j'ai vu 2 jeunes. J'ai pensé que c'était 2 amis à son fils. Et tout d'un coup, je les ai vus revenir en marchant très vite, avec un énorme sac jaune, oui c'est ça. Et puis j'ai trouvé un petit peu ça bizarre. Si le témoin ne peut pas décrire les cambrioleurs, en revanche, elle n'a pas oublié un détail. Donc les 2 individus sont montés prestement dans un véhicule. Oui. D'accord. Une Citroën, gris clair, marque C5. Type C5, d'accord. Oui. De couleur grise. La jeune femme est formelle sur la marque du véhicule. Pas un véhicule au hasard, hein, puisque vous m'avez dit un Citroën véhicule C5, donc c'est un Citroën C5. Exactement ça. C'est exactement ce modèle-là? Oui. Gris clair, tout parfait. C'est à présent le gang à la C5 que pistent les gendarmes. Bonjour Thierry. Salut Nat. Ça va? Bien, merci. C'est pour cela que Nathalie a fait venir son collègue Thierry, un gendarme de la brigade rapide d'intervention qui a une excellente mémoire. Lui aussi a croisé la C5 grise. C'était en fin de journée sur le périphérique de Nantes. Donc, par rapport à la C5, Et cela a failli mal tourner lors d'un banal contrôle routier. On finissait notre service pour rentrer à l'unité. Mon regard a été attiré par une voiture qui nous double, qui ne respecte absolument pas les distances de sécurité. Une C5 grise, Citroën C5 grise. En arrivant au niveau de la voiture qui était devant nous, la Citroën C5 a simulé une percussion en se déportant violemment sur la droite. C'est pour ça que je dis à mon collègue, on va le contrôler, on va l'intercepter. Mon collègue lui a préparé le gyrophare magnétique avec sirène intégrée. Comme la Citroën C5 reste sur la voie de gauche, moi je passe par sa droite pour me mettre à son niveau. Il m'a regardé et dans la foulée, le coup de volant, l'accélération, il est parti comme un mulet. Et il a failli taper une BM avec un A derrière. Il a pris la bande d'arrêt d'urgence, il est parti. Il nous a bien vus et il nous a montré qu'il nous a vus. Parce qu'il voulait ne plus nous voir. Donc la seule solution qu'il avait, c'était la fuite. C'est pour ça que c'était pas le suspect code de la route. Pour moi, il y avait autre chose. Sans pouvoir déterminer quoi, bien sûr. Un délit de fuite trop étrange qui intrigue Thierry. Le gendarme de la route a eu le temps de noter l'immatriculation. Du coup, il consulte les fichiers, retrouve le propriétaire du véhicule, mais tout lui paraît farfelu.
pas d'immatriculation, un propriétaire avec une identité qui me semble fausse, à savoir une orthographe du prénom qui ne correspond à rien, Christophe F.E., une adresse à Nantes qui n'existe pas. Pour les 2 gendarmes, fuir les forces de l'ordre et ne pas avoir un véhicule en règle, cela correspond parfaitement à un comportement de hors-la-loi. Surtout lorsque l'on sait vers où s'est dirigé le fuyard. La direction de fuite, pour moi, était plus qu'évidente. La Clairière. La Clairière. Ici, tous les gendarmes connaissent l'endroit qui traîne une sale réputation. Donc là, on va sur la zone de la Clairière, où sont stationnés donc les gens du voyage. Il y a plusieurs terrains qui sont occupés illicitement et d'autres qui sont occupés légalement, puisqu'ils ont été acquis par les gens du voyage. C'est sur ces campements qu'on a le véhicule qu'on recherche, le véhicule Citroën C5 qui a été vu sur des cambriolages. La difficulté, c'est que c'est une zone qui est étendue sur plusieurs hectares. La Clairière. Pour les gendarmes, une version rurale de certaines banlieues à risque. Ici, pas de barres de béton, mais des hectares de bocage, protégés par la verdure et de hauts murs. Un endroit où l'on n'aime pas les intrus, surtout s'ils portent des uniformes. Eux-mêmes sont sur leur garde. Et ils reniflent les forces de l'ordre à 150 mètres à la ronde. Ils ont des sonnettes partout. Et malheureusement pour nous, ils n'hésitent pas à nous prendre à partie systématiquement lorsqu'ils nous identifient, quoi. Dès qu'ils voient que c'est des gendarmes ou des policiers, alors c'est soit des jets de cailloux sur les véhicules, soit carrément une chasse avec les voitures. Ils n'aiment pas être dérangés, puisqu'on sait pertinemment que sur ces terrains résident de nombreux délinquants, des personnes recherchées d'une part, et qui n'ont de cesse de commettre des délits. Et donc, en permanence, ils se sentent épiés par les forces de l'ordre et n'hésitent pas à nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Si les enquêteurs ne sont pas appuyés par des renforts, ils ne pourront pas vérifier si la C5 est bien là. Si la voiture ne bouge pas de la zone dans laquelle on est passé, il nous est impossible de la surveiller, quoi. On sera forcément débusqué dans le premier quart d'heure qui suit, quoi. À moins évidemment de se déguiser et de surveiller le départ de la C5 à la sortie du camp. C'est ce que vont faire Célim et Greg. Les 2 gendarmes vont se mettre en planque à un carrefour. Et pour passer plus inaperçus, ils vont se déguiser en ouvriers de l'équipement. Afin que personne ne découvre la supercherie, il ne faut pas oublier le casque de chantier ni le gilet fluorescent. Une fois transformé, il faut attendre le passage de la C5. Un peu plus bas, en aval, dans un véhicule banalisé, Didier mitraille le moindre mouvement. La problématique avec les gens du voyage, c'est qu'ils n'ont de cesse que de bouger, de campement en campement. Et plus on tardera à les retrouver, et moins on aura de chance de trouver la voiture et ses occupants. Ils peuvent très bien acheter une voiture pour commettre juste leurs méfaits pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines maximum, et après abandonner le véhicule ou le revendre à nouveau. Et là, il faudra qu'on recommence tout le travail, alors qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce véhicule à rechercher et à placer sous surveillance, c'est vraiment une carte maîtresse dans ce dossier. Mais pour l'instant, la fameuse C5 est invisible. Quelques minutes plus tard, Didier Biraud appelle la première équipe. Ouais, ça va? Ça bouge sur le campement, là. Il y a beaucoup de départs. Ouais, on a déjà 10 caravanes qui viennent de passer attelées, là, donc qui reprennent la direction de Saint-Herblain. Donc, je sais pas, t'es en position, bon? Là, on est rentré à la voiture en train de manger. Comme 2 bons gars de chantier, quoi. Si jamais tu vois le truc, faut pas hésiter à appeler, quoi. Que moi, je suis plus quiché à l'arrivée dans le rond-point. Ah, attends, il y en a une qui arrive, une C5 grise. Ils sont 4 dedans. Ils arrivent vers vous, en tout cas. Pour la première fois, le major a dans son viseur la voiture qu'il traque depuis plusieurs jours. Mais rapidement, le directeur d'enquête doit déchanter. C'est une simple famille dans la voiture, pas les cambrioleurs. Une fausse alerte. On va lever le dispositif. Puisque la période d'effet étant comprise entre midi et 14h, il y a peu de chances que maintenant ils recommettent des cambriolages à cette heure-là. Si la surveillance au sol est impossible, reste le repérage aérien grâce à un écureuil de la gendarmerie.
Didier Biraud, pour obtenir sa réponse, a décidé d'employer les grands moyens. La mission est simple, confirmer ou infirmer la présence de la C5 qui aurait servi à une dizaine de cambriolages, pour un préjudice de plusieurs milliers d'euros. Mais comment repérer la voiture grise perdue dans une vingtaine d'hectares de bocage? Le survol va durer 1 heure. Et tout à coup, le pilote aperçoit quelque chose. Là, pour moi, la C5, là, elle est top dans le travers gauche, là, ici maintenant, là. Information ok. Donc là, on vient de retrouver la C5, ouais, apparemment c'est la même, correspond en tout point, tant dans la couleur que dans le modèle que l'on recherchait. Là, on voit bien qu'elle est accidentée à l'avant droit, donc la roue est complètement cassée. Ah, puis il n'y a plus de plaque d'immatriculation, donc effectivement, là, c'est le bon véhicule, à mon avis. Ils ont dû avoir un accident avec et l'ont abandonné comme ils ont l'habitude de faire après coup, et ils vont certainement changer de véhicule maintenant. Donc l'enquête est compromise, certes, puisque maintenant il va nous falloir repartir de zéro afin de pouvoir retrouver les auteurs, puisque le point de départ c'était ce véhicule Citroën. Il va nous falloir être vigilant sur la commission d'autres faits qui pourraient être de même nature, donc toujours des cambriolages avec un même butin, et savoir si effectivement on peut avoir affaire à une même équipe et un nouveau repérage avec un nouveau véhicule en fonction des témoignages qu'on pourra recueillir. Le major Biraud est contraint de s'incliner. Les cambrioleurs courent toujours avec une nouvelle voiture. Mais pour les gendarmes, la partie n'est pas perdue. Il suffit de se montrer patient, car même les plus grands voleurs finissent toujours par se trahir. Un jour d'automne, Nantes émerge tranquillement de son traditionnel brouillard matinal. À la compagnie de Nantes, les 197 militaires sont déjà en service. Au groupe d'enquête de lutte anti-cambriolage, un dossier prioritaire, délicat, l'interpellation à haut risque d'un malfrat. Un Nantais de 39 ans, toxicomane, trafiquant de drogue, receleur et évidemment cambrioleur. On est en train de préparer l'opération judiciaire de la semaine prochaine afin de procéder à l'interpellation d'un individu soupçonné de s'être livré à un cambriolage dans un centre équestre. Cambriolage aggravé par 2 circonstances, puisqu'ils ont commis une effraction, ils étaient au moins 2. Ils sont rentrés dans les locaux du centre équestre et ils ont forcé le coffre-fort, dans lequel ils ont dérobé près de 1 550 € et une carte bancaire. Didier Biraud n'ira pas chercher celui qui arrache le coffre-fort sans éléments. On a 2 témoignages qui nous ont permis d'établir que les auteurs circulaient à bord d'un véhicule Citroën vert. Grâce à l'exploitation vidéo de la commune de Sautron, on a détecté un véhicule C5 de couleur verte qui circulait cette nuit-là. Et ce véhicule ressort au nom de Rudy. C'est cet homme qui, à bord de sa voiture, a été vu à 2 pas du cambriolage. On s'est très vite aperçu donc était non seulement le titulaire de la carte grise, mais était surtout l'utilisateur principal, puisqu'on le retrouve à bord du véhicule à plusieurs reprises. Photographié, filmé, reconnu, l'homme repéré à proximité du vol n'a pas de chance, car il a un physique très particulier. Un chauve, le visage émessier, voilà, et en zoomant, aucun doute. C'est bien le même utilisateur et propriétaire du véhicule. Pour les gendarmes, cet homme est le suspect idéal, d'autant plus qu'il a le profil. Une personne connue pour des vols, sujet aux produits stupéfiants, donc aurait forcément besoin d'argent pour éventuellement s'acheter ses produits. Après un bref environnement, on s'aperçoit qu'il est sans revenu puisqu'il ne travaille pas. Mais ce qui préoccupe surtout le major, c'est que le suspect déteste les forces de l'ordre, notamment lorsqu'elles essayent de le contrôler sur la route. Il s'agit en plus d'infractions où il a fait des refus d'obtempérer. Donc ça montre bien la personne qui est susceptible de s'opposer à son arrestation éventuellement, d'où la nécessité d'avoir recours au PSIG lors de l'opération judiciaire. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'interpellation de la gendarmerie. Une unité d'élite en cas d'arrestation difficile. Leur bureau se trouve juste à côté, dans le même bâtiment. C'est ce lieutenant qui va prêter main forte au major Biraud. À ses côtés, 25 militaires.
Ce sont eux qui seront en première ligne pour passer les menottes aux suspects. À ce quadragénaire qui refuse toujours d'obéir aux gendarmes. Il vit ici, dans cette maison, aux côtés de ses proches. Ça combien la famille là, sur le camp? Le père, la mère, le fils. Sachant qu'il a un deuxième frère. D'accord, il a un deuxième frère qui lui est un peu plus virulent, mais logiquement il n'est pas censé habiter sur le terrain. Donc à l'heure où on devrait intervenir, il ne devrait pas être là. Autre difficulté pour l'opération, l'état de santé très fragile du mis en cause. C'est une personne qui est sous insuline et qui bien souvent joue le jeu de la crise. Voilà. Donc effectivement, on nous dit toujours, attention, lors de l'arrestation elle-même, ne pas trop le brusquer parce qu'il va tout de suite se mettre dans un état de crise, de manque, puis qui pourrait générer derrière un refus de la garde à vue puisque le médecin s'y opposerait. Donc voilà, certes, on s'est assuré au préalable, on a l'autorisation d'usage de la force par le parquet, il n'y a pas de problème, avec bris de porte si nécessaire. On vient d'avoir l'autorisation de perquisitionner en tout lieu, en l'espèce, le chalet, remorque, caravane, véhicule qui pourrait lui être affilié. Voilà. Pour les hommes du PSIG, l'important est de dénicher les accès à la propriété. Intéressant de savoir, c'est est-ce que voilà, c'est grillagé au bord ou est-ce qu'il y a une clôture très loin? On va voir si avec d'autres clichés on peut pas violer la clôture. Est-ce que c'est un angle d'approche ou pas en fait? Pour moi, l'objectif, c'est de recueillir le maximum de renseignements sur la personne interpellée, sur l'environnement, le lieu, la personne en elle-même, quels sont ses antécédents judiciaires. Donc là, au vu des éléments qu'on me donne, s'il n'y a pas eu de notion d'armement, l'idée, je veux dire, s'il n'y a pas eu de notion d'armement dans les affaires qui ont eu lieu, bah, donc ça restera de notre niveau. Mardi 5h30, les hommes du PSIG sont sur le pied de guerre. La photo est d'actualité, c'est comme il est là, chauve. C'est une bête assez caractéristique. Il ne va pas y avoir trop de soucis pour le reconnaître. Nos adversaires potentiels aujourd'hui sont tout d'abord la famille de l'intéressé, principalement les parents, je crois, qui vivent a priori dans la maison, de ce qu'on voit sur les images prises, les images aériennes. Et enfin, potentiel, d'autres personnes de la communauté qui pourraient être sur le camp au hasard, ou qui pourraient arriver suite de l'interpellation. S'ils ont été prévenus par la famille, vous savez comment c'est, parfois ça arrive au niveau du portail et ça vient prêter un petit peu main forte. Donc là au-dessus, il faudra être vigilant aussi. L'usage des armes, légitime défense, on est avec 6 enquêteurs du GELAC aujourd'hui, il y aura aussi le capitaine Zéquin qui sera présent sur place, qui nous rejoindra. L'idée, c'est que quand on est sur la mission, personne n'ait de doute sur sa place et sur ce qu'il a à faire. Il s'agit aussi d'anticiper les comportements de l'adversaire. C'est pas à l'instant T, quand on sera sur le site, qu'il faudra se poser des questions en se disant bah, tiens, quelle est la conduite à tenir, justement, si l'adversaire fuit dans cette direction ou s'il est dans son véhicule. Donc on essaye d'anticiper et de prévoir au maximum toutes les hypothèses pour que ça se passe le mieux possible. Il y a plein d'inconnus, contrairement à un mec qui habite dans un appartement qui a une situation fixe. Les gens du voyage, on n'arrive pas forcément à établir s'il y a du monde avec lui. Au GELAC aussi, chacun son rôle. Car ce sont ces enquêteurs qui seront en charge d'aller chercher le suspect dans sa maison et de le placer en garde à vue. À eux aussi de trouver des preuves. Objectivement, donc nous, dans la perquisition, donc on doit rechercher donc, la carte bancaire qui a été volée au centre équestre, ça c'est une priorité, voilà, c'est ce qui est tout ce qui est incident donc, lié à des vols, on verra en fonction de la provenance si on gère nous ou si on donne au GELAC creuser. Il y a plein d'inconnus, donc c'est toujours pareil, il faut toujours se méfier, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, comme disait le patron du PSIG, vaut mieux prévenir que guérir. « 6 heures. Dans la nuit noire, 3 fourgons transportant une vingtaine d'hommes se dirigent vers la cible. Il reste une vingtaine de kilomètres à parcourir. Le major est tendu car il sait qu'il s'agit d'une opération à haut risque. Pour éviter les moindres dérapages, l'unité d'élite est équipée, casque lourd et gilet pare-balles. L'effet de surprise est nécessaire. On arrive sur une zone assez large, c'est un terrain en fin de compte, c'est pas une habitation fixe, c'est un terrain sur lequel vivent plusieurs personnes, des gens du voyage, afin d'éviter les fuites et surtout les risques pour les personnels. On a mis en place un dispositif avec le PSIG pour d'une part protéger les personnels et éviter la fuite de mise en cause. La fuite du suspect en pleine opération. Voilà la hantise des gendarmes.
Ou encore que les amis du voleur présumé volent à son secours, contre les forces de l'ordre. Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Voilà pourquoi le peloton d'intervention ordonne à la famille du suspect de ne pas bouger. Et toi, va sur la gauche. Ok. L'assaut est donné. Un homme tente de s'échapper, il est aussitôt maîtrisé. T'arrêtes. D'accord, ça marche, doucement, c'est pas de problème. Ok, mets tes mains dans le dos, tes mains dans le dos. Tes mains dans le dos, tes mains dans le dos. Mets tes mains dans le dos. Il s'agit du suspect recherché qui a bien tenté de s'échapper. T'as vu, il a sauté par la fenêtre en arrivant. Ah bon? Elle essaie de s'enfuir par la fenêtre. Comme ça? La fenêtre sur le côté, là, ouais, il a sauté directement pour s'enfuir. Ah merde. S'il n'y avait pas de dispositif sur le côté, il était parti. D'accord, comme ça. La femme tente de venir au secours de son mari et s'en prend violemment aux forces de l'ordre. Elle en vient presque aux mains avec les gendarmes. La target est interpellée. Ok, target au sol avec les personnes du psy. Ok, faut me identifier. Ok, dès que c'est sécurisé, enfin j'attends de voir le lieutenant. Attends, dès que c'est sécurisé, vous notifiez ses droits. Donc 7h10 du matin, je vous place en garde à vue. D'accord? Ouais, pour des faits de vol avec effraction. Moi? D'accord, oui, vous, monsieur. Moi qui ai volé avec effraction, monsieur? Bah, après, on va en discuter. D'accord. J'ai pas de soucis, monsieur, je suis pas un voleur. À peine menotté, l'homme nie toute implication dans le cambriolage et paraît même surpris par un tel déploiement de la part des forces de l'ordre. Ah, il y en a quand même, vous êtes pour moi, pourquoi? Ouais, parce que c'est comme ça, c'est le protocole, vous savez comment ça fonctionne. D'accord? Ah ouais. On prend pas de risque, ni pour vous, ni pour nous. Mais Comme pas ça, de risque, monsieur, on vient justement, moi, une convocation, je me déplace. Il va peur, hein, chef. Il va peur, il n'est pas le terroriste, hein. J'ai déjà un aménagement de peine à faire, vous croyez que je m'amuse à voler? Jamais de ma vie, je m'amuse à voler, mon chef. Comme prévu par les gendarmes, l'homme, diabétique, réclame des soins de la part de son épouse. Un morceau de sucre. À la bouche. Voilà. Il ne devrait donc pas faire de malaise pendant l'opération. Les perquisitions démarrent. Le chalet est examiné de fond en comble. Les hommes du GELAC tentent vainement de retrouver la carte bancaire dérobée au centre équestre. Tous les moindres recoins sont fouillés. Résultat, néant. Pendant ce temps, cigarette au bec, le suspect qui sait qu'il va être placé en garde à vue passe ses ultimes consignes à sa famille. Bon, écoute-moi, merde. Oui, je t'écoute. Occupe-toi bien de ma femme, prenez pas de ma femme. Écoute-moi. Prends la voiture. Pour les sous, t'as 407. Tu la vends. Et tu donnes la moitié de l'argent. On n'a pas de sous, nous. Il y a des voleurs, on n'a pas d'argent, pas dit pour manger. Brusquement, le ton change. Après avoir donné ses ordres au clan familial, le quadragénaire ironise sur les accusations que lui prêtent les gendarmes. C'est le fait, je casse maison. Là, avec ça, on casse partout. Vol d'habitation, vol de maison. Non, mais reviens. Dis-lui, c'est des outils pour casser les maisons. Et la richesse, d'ailleurs, des milliardaires. Oh là là. Ah, touche pas ça, chef, c'est une bombe. Il crie fort parce qu'il y a sa famille autour, donc il veut faire voir qu'il est le chef. Mais ça va se calmer quand il sera arrivé dans les locaux, la gendarmerie. Filme. Voir, viens, on les filmer. On arrive, vite. Et Didier Biraud avait vu juste. Car après avoir beaucoup crié, le suspect se radoucit lorsqu'il est emmené par les forces de l'ordre. Les hommes du GELAC sont satisfaits, car le suspect qui voulait prendre la poudre d'escampette ne s'est pas échappé. Un succès relatif, car comme les perquisitions n'ont rien donné, il faut trouver autre chose. Maintenant, on a retrouvé de nombreux téléphones et supports téléphoniques qui vont nous permettre maintenant de mener des investigations sur le fond afin d'établir si ces téléphones-là n'ont pas déclenché sur le lieu des faits au moment des faits. Pour le directeur d'enquête, l'homme pourrait être responsable d'une série de cambriolages. À la même période, on avait eu plusieurs centres équestres qui avaient été cambriolés dans les mêmes conditions, avec le même butin. Des soupçons, mais pas de preuves solides. Malgré tout, les enquêteurs du GELAC restent confiants. Ils n'imaginent pas alors que rien ne va se passer comme prévu, que durant ces auditions, le sans-emploi va se montrer très retors, comme un homme qui a déjà connu la délinquance et la prison. L'affaire, elle est extrêmement simple. On vous reproche un vol avec effrac au mois de mai, là, comme on a parlé pendant la notification.
On a des éléments, c'est pour ça qu'on est venu vous chercher. D'accord. J'espère qu'ils sont accablant, les éléments, parce que moi je ne sais pas comment me parler. Vous avez, je vous dis, vous avez une preuve accablante qui me semble d'ADN, des empreintes. Bah voilà, on y est. Bah oui. Donc, des faits au moment où il y a des cambriolages, vous avez mis des sortillages. Non, un seul. On va pas parler. Non, mais oui, c'est parce que moi, je vous dis honnêtement, j'ai été moi, je suis auditionné. Vous êtes là aujourd'hui pour un fait. D'accord? Après, peut-être qu'il y en a eu d'autres, peut-être qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais il y en a eu au moins. Malheureusement, vous allez être obligé d'aller en cellule en attendant l'avocat. D'accord? On va vous payer un café. Voilà. Bon, on se revoit tout à l'heure. D'accord? Ouais. Attention. Oups. De façon systématique, il nie. Donc on va essayer de le jouer un petit peu malin avec les photos qu'on a pu obtenir lors de nos investigations. Et puis essayer d'établir un rapport de confiance et faire ce qu'il faut pour qu'il parle. Mais en règle générale, même quand on a l'ADN présent sur les lieux, ils arrivent à nier et dire que ça vient de l'action du Saint-Esprit. Donc on verra bien comment ça va fonctionner aujourd'hui. Et Selim a raison de rester très prudent, car aussitôt après que l'avocate ait rejoint son client, ce dernier est immédiatement frappé d'amnésie. Ok. Moi, je vous dis honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir fait de cambriolage ou... Déjà, c'est sûr, j'en ai pas fait. Vous avez un ou des véhicules? J'en ai plus. C'est 5 elle est cassée depuis je ne sais pas combien de temps. Donc depuis quand est-ce qu'elle roule plus? Il faut dire, je ne me souviens plus exactement. Je ne me souviens pas du tout. L'homme prétend ne pas avoir de voiture au moment du cambriolage. Alors Selim va lui raviver ses souvenirs. Alors moi, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Au mois de mai, cette voiture-là, elle a été flashée. Avec qui dedans? Vous-même. D'accord? J'ai des photos. Si vous dites. D'accord? Et je vous dirais même mieux, on vous voit avec votre concubine. D'accord? Le soir des faits, du cambriolage, là, pour lequel on vous interroge. Ce qui prouve que le véhicule roule. Et au centre équestre qui est cambriolé, et il y a un témoin qui dit qu'il y avait une C5 avec telle immatriculation. La C5 avec telle immatriculation, c'est votre C5. Donc forcément, vous y êtes. Selim pense avoir remporté la première manche. C'est alors que le mis en cause change de stratégie. Ça y est, je parle plus, c'est bon, stop, parce que vous allez m'endormir sur des questions, vous allez me poser différemment, puis vous allez m'avoir un dernier moment, et après vous allez me dire, bah, vous m'avez répondu ça là, et puis vous allez me dire, bah, ça, pourquoi t'as répondu comme ça, parce que vous m'avez posé différemment. Moi, je vais garder mon droit du silence, et j'en discute avec le juge. Il garde le droit au silence. Il garde le droit au silence, c'est bien. L'avocate. La personne qui ne souhaite pas faire des déclarations, généralement, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Donc c'est plutôt positif pour nous, puisque s'il a choisi de se taire, c'est qu'il craint d'être contraint aux aveux, quoi. C'est pour ça. L'optimisme affiché par le major sera de courte durée, car les enquêteurs n'ont pas la preuve scientifique qu'ils espéraient. Le portable du suspect, qui aurait pu dire où il était au moment du cambriolage, ne parle pas. Sans aveu, sans ADN, sans empreinte digitale, l'accusation a du plomb dans l'aile. Car même si les gendarmes ont la certitude que l'homme était bien dans le coin à l'heure du vol, cela risque d'être trop fragile pour la justice. Le procureur a décidé de lever la mesure de garde à vue, au regard des éléments qui étaient en notre possession et de l'audition de monsieur. Monsieur est libre de se retirer. L'histoire. Un bon reportage sur moi, moi. Vous signez 2 fois, vous êtes rassuré. Avec Fair Play, Selim, qui a pisté cet homme pendant plus d'une semaine, raccompagne celui qui vient de retrouver la liberté et qui aime bien faire des pieds de nez aux gendarmes. Allez, bonne journée quand même, mon ami. Allez. Merci, mon chef. Au revoir. Au revoir. Malgré cet échec, Selim reste beau joueur. Dans la lutte sans merci qu'il livre aux cambrioleurs, il n'a pas d'état d'âme. Déçu quand même, non? Ouais, on est toujours un petit peu quand on suspecte que l'individu est impliqué et qu'il ressort comme ça, libre, ouais, forcément on est toujours un petit peu déçu. Mais on passe vite fait à autre chose, parce que s'il fallait qu'on soit déçu à chaque décision judiciaire, on ferait plus ce boulot-là. Donc non, on passe à autre chose très rapidement. Demain, on va enchaîner sur une autre enquête, et puis ça va bien se passer. Voilà.
À Nantes, le taux d'élucidation des cambriolages est de 22%.